d'une enquête qu'on a faite, qui est l'enquête Péléas, à propos des jeux vidéo. Donc je travaille à plusieurs endroits, hein, donc à la clinique du Pré, à l'unité d'addictologie à l'adolescence, dans une consultation jeunes consommateurs à la Croix-Rouge française, et puis rattachée à l'unité INSERM d'ici. Donc effectivement, pourquoi Péléas? Eh bien parce que dans notre consultation, on reçoit à peu près 400 jeunes par an dans les deux. Jeux vidéo, ça devient le deuxième motif de consultation. Hein, c'était pas le cas il y a de cela une dizaine d'années qu'on a commencé à s'y intéresser, où c'était à peu près 10 à 20% des situations. Là, c'est 1 sur 2. Hein, et effectivement, il y a un débat qui a lieu ce mois même, puisque l'Organisation mondiale de la santé, dans la classification internationale des maladies, la CIM 11, doit mettre jeux vidéo comme étant un trouble à part entière, hein, qui a valu effectivement que les industriels du jeu vidéo montent au créneau pour influencer les décideurs pour que ça ne soit pas classé comme une addiction. En fait, ce qu'ils ont peur, c'est d'être taxés, parce que justement, il va y avoir. Mais du coup, ce qu'il fallait qu'on voit, nous, c'était effectivement, sans répondre hein, de façon définitive, est-ce que les troubles qu'on observe sont liés, c'est-à-dire en gros, est-ce que l'addiction aux jeux vidéo est quelque chose qui existe, ou est-ce que c'est juste la manifestation de problématiques psychiatriques? Bon, on le verra, hein, la réponse n'a rien de tranché, c'est plutôt pour ouvrir le débat, mais on partait de l'hypothèse de dire, ben voilà, on fait l'hypothèse que notre question de masse est est-ce une addiction ou pas, et puis on lance l'étude là-dessus. Donc en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est que, en gros, on va choisir 2 échantillons. Hein, un échantillon en population générale, c'est-à-dire que, je vais vous l'expliquer, on va interviewer, enfin on va poser des questionnaires à 2000 adolescents scolarisés à Paris, en région parisienne, et on va leur faire passer une échelle, qui est l'échelle de Lemmens, pour essayer de discriminer en population générale les Lemmens plus et les Lemmens moins, c'est-à-dire c'est une indication du jeu vidéo problématique, en sachant que l'échelle de Lemmens a été validée en Europe et notamment en France. C'est pour ça qu'on a étudié ça. Et on va comparer ça à, au départ, on a pris un échantillon de 50, on en recrutera finalement 45 adolescents à nos consultations qui consultent pour jeux vidéo problématiques. Donc voilà, on a 43 patients qui ont été recrutés sur les centres de Paris et de Sceaux, et on va comparer ça à 2017 collégiens. Hein, alors on aura un même questionnaire de 64 items pour les 2 populations. Seule la population pathologique consultée en centre aura évidemment un hétéro-questionnaire, c'est-à-dire qu'on va les interviewer pour évidemment être sûr qu'ils répondent aux critères d'addiction aux jeux vidéo. Alors on a pris des critères de Goodman parce que c'est les plus unanimement reconnus comme étant une addiction. C'est vrai que pour le diagnostic, comme le diagnostic n'est pas reconnu, ben on a pris ces critères-là, hein, puisque même dans le DSM-5, c'est dans la section 3, c'est-à-dire c'est pas encore considéré comme un diagnostic, mais comme digne d'intérêt et de recherche. Et du coup, ça c'était le questionnaire qu'on posait en 64 items. On a 2400 qu'on va recruter, on va inclure 2017, hein, donc on aura un bon recrutement. On fera ça sera, alors c'est pas une étude de prévalence, hein, puisque l'échantillon, on a un tiers de très favorisés, un tiers de classe moyenne et un tiers de défavorisés. Pourquoi? Parce que évidemment, on avait le lycée Henri IV, donc évidemment, ils ont un taux de réponse qui avoisine les 100%. Ils ont dit plus de questionnaires, plus de questionnaires. Mais c'est un échantillon qui nous intéressait un peu moins. Et quand on va au lycée Balzac, qui est un peu moins favorisé, et notamment au lycée professionnel, quand sur une classe, on avait 10 réponses, on était content. Donc effectivement, on a mis beaucoup d'efforts pour avoir aussi
des lycées de milieux défavorisés pour avoir un échantillon raisonné, hein, mais c'est en rien un échantillon représentatif, parce qu'effectivement, dans la population générale, il n'y a pas un tiers de favorisés et un tiers de défavorisés. Hein. Et du coup, on va avoir trois populations qu'on va pouvoir analyser. La population qui aura répondu négativement à l'échelle de Lemmens, ceux qui ont répondu positivement, et notre échantillon pathologique. Et on va pouvoir faire des comparaisons entre les trois échantillons pour essayer de ressortir la substantifique. Voilà. Du coup, ça, c'était effectivement le XIR. On en a repéré quand même. Le premier résultat, c'est qu'on a un taux de jeu problématique qui est de 14%, qui est supérieur à ce qui est observé dans les études. Hein. C'est entre 5 et 10%. Mais encore une fois, c'était une échelle de repérage du jeu problématique. C'était pas un, je dirais, c'est pas un diagnostic. Et puis là aussi, c'est vrai que sur Paris et région parisienne, par rapport au reste de la France, je pense qu'il y a une représentation plus importante des joueurs. Plusieurs facteurs s'expliquent, notamment l'impossibilité ou la difficulté d'avoir des activités à l'extérieur de la maison. Hein, on avait beaucoup dans notre consultation des jeunes qui sont dans des tout petits appartements où effectivement le jeu, c'est le seul espace un petit peu privé. En fait, ce qu'on avait aussi, on le verra, c'est que loin de nous l'idée de diaboliser les jeux. Hein, les jeux ont aussi un aspect positif. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties, notamment sur la vision temporo-spatiale. Les joueurs ont un meilleur vision temporelle que les non-joueurs. Le problème, c'est est-ce que ces compétences, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits sur les compétences liées au jeu, est-ce qu'elles sont efficaces pour l'éducation nationale? Alors ça, c'est moins sûr, parce que justement, ces compétences sont certes effectivement mises en avant, mais aucune étude a dit, mais est-ce que ces compétences sont utiles pour le parcours scolaire? Ce qu'on voit, nous, en clinique, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont des déficits liés à la mémoire, à la concentration qui sont très handicapantes et les bénéfices qu'ils ont acquis sur le jeu ne peuvent être utilisés qu'une fois qu'ils sont ingénieurs, qu'ils ont passé des examens, qu'ils rentrent dans la vie active et effectivement, là, ils peuvent utiliser ces compétences. Je dis ça parce que, évidemment, les industriels du jeu, hein, aujourd'hui, c'est 54 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mettent en avant les bénéfices liés à la pratique des jeux vidéo. Alors, c'est vrai que ça, c'était pour vous montrer que on a vu apparaître, parce que ce qui est problématique et ce qui est reconnu, c'est jeux en ligne. Avant les jeux en ligne, on n'en avait pas à nos consultations. C'est avec l'arrivée des jeux en ligne qu'on a vu arriver, et encore une fois, ce n'est pas nous qui sommes allés les chercher, c'est des parents qui ont été dans les différentes consultations pour demander de l'aide. Un des premiers jeux, c'était WoW, qui s'appelle World of Warcraft, et voilà, qui a été supplanté par League of Legends, et qui maintenant, il joue à Fortnite. Alors là, Fortnite, c'est l'épidémie, ils jouent tous à Fortnite. Bon, je vous expliquerai un peu ce que c'est. Voilà, hein, mais c'est les trois jeux qu'on a qui sont prévalents. Alors ça, effectivement, si on compare, eh bien, on a, quand ils jouent au RTS, hein, c'est-à-dire un type de jeu qui s'appelle League of Legends, eh bien, on a une surreprésentation à la fois dans l'échantillon pathologique recruté en milieu général, hein, ceux qui ont répondu positivement au score, mais aussi dans la population pathologique. Et dans les jeux de rôle, on a aussi une surreprésentation. C'est-à-dire que dans le questionnaire, on leur demandait à quel type de jeu ils jouaient. Hein, alors, il y avait tous les différents types. C'était des jeux de plateforme, des jeux d'énigmes, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, toutes différentes typologies de jeux. On en avait mis une dizaine. Et ce qui ressort, c'est vraiment deux types particuliers de jeux qui est League of Legends et World of Warcraft. Alors, c'est vrai qu'on avait fait l'étude en 2015 et que depuis, il y a Fortnite qui est sorti et qui a un peu supplanté les choses. Il y avait aussi, effectivement, la connexion tard le soir.
l'importance dans la vie, hein, et effectivement la qualité de la vie qui était importante. Mais j'y reviendrai par rapport à ça. Ce qu'on voit, et c'est cette diapositive-là, on s'aperçoit, on a fait un diagramme, en rouge c'est problématique, en vert c'est non problématique, et on a chez les garçons une surreprésentation des joueurs de RTS et de RPG parmi les joueurs problématiques, ce qui est confirmé dans notre population, je dirais, pathologique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des jeux, alors ça je prends des pincettes, qui sont plus accrocheurs que d'autres. Je ne tirerai pas le terme addict. Alors pourquoi plus accrocheurs? Parce que c'est des univers persistants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, on peut jouer tout le temps. Le point commun, c'est la compétition. Alors ça, c'est très important. On n'a pas de joueurs problématiques qui jouent à des jeux qui ne sont pas des jeux de compétition et des jeux de compétition en ligne, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mesurer à d'autres joueurs qui jouent, je dirais, en ligne. Hein, avec ces difficultés qu'on a, ils sont tous dans le déni. Ce sont les parents qui nous les amènent. Et ce qui accroît le déni, c'est la mise en avant de pouvoir gagner de l'argent avec ça. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la dernière bouée de secours. J'ai des résultats scolaires en chute libre. Avec ma famille, c'est épouvantable. Mais je vais devenir un pro-gamer et je vais pouvoir en vivre. Et ils mettent souvent ça en avant pour masquer, pour dénier leurs problématiques par rapport au jeu, ce qui rend les consultations difficiles. Hein. Nous, on n'a aucun jeune, évidemment, qui vient spontanément, et c'est souvent les parents qui amènent et qui constatent la problématique liée au jeu. Ce qui est désastreux, c'est que sur les réseaux sociaux, évidemment, tous les professionnels qui disent non, non, ce n'est pas une addiction sont taris d'éloges par les joueurs qui sont constamment sur les écrans. Ceux qui osent dire que c'est problématique, là, reçoivent le déluge de feu en disant mais pourquoi vous dites que c'est problématique, etc. Nous, on n'est pas des addicts, on est des passionnés. On le verra que effectivement, alors ça, c'était l'échelle de Lemmens. Hein, qui permet qui mesure en fait toutes les composantes de la dépendance, avec à la fois la prépondérance, la modification de l'humeur, la tolérance, le syndrome de sevrage, les conflits et les problèmes liés aux jeux vidéo. Donc effectivement, c'est une échelle assez complète, en plus très facile puisqu'elle est en 7 items. Et puis l'avantage, c'est qu'elle a été effectivement validée. Alors, notre échantillon, c'était ça, c'est-à-dire que sur les 2015, on en avait 288 qui répondaient positivement à l'échelle de Lemmens. Ce qu'on a essayé de voir, évidemment, c'est quels étaient les facteurs liés à l'hyperutilisation de jeux. Et une des choses qu'on a mis en avant, c'est que dans les critères sociaux démo, ce qui ressortait, c'était pas l'argent de poche, hein, c'est-à-dire qu'on a mesuré, on leur demandait combien de fois d'argent de poche ils recevaient par mois et combien de fois ils partaient en vacances, et on leur demandait aussi combien il y avait de livres à la maison. Eh bien, ce qui ressort, c'est pas le critère socio démo, c'est en fait le nombre de livres qui est à la maison. C'est-à-dire que plus le nombre de livres était important, moins il y avait de joueurs problématiques. Hein, quand on a fait passer l'échelle en banlieue difficile, on a des taux importants, hein, de 15 à 20%. On l'a fait passer au rectorat de Créteil. Ils ont été affolés par les chiffres parce qu'effectivement, s'équiper, hein, le taux d'équipement n'est pas un frein pour les catégories sociaux défavorisées. Ils ont tous le smartphone, dernier cri, etc. Et que la plupart maintenant des jeux se déclinent en smartphone. C'est-à-dire qu'on peut aussi jouer sur le smartphone. C'est-à-dire qu'effectivement, la connexion Internet et le matériel à la maison n'est plus un obstacle par rapport à ça. Alors, voilà, avec des taux, effectivement, scientifiques. Ce qui était important, parce qu'on a fait beaucoup le focus là-dessus, c'est qu'on s'est dit, ben voilà, est-ce que les joueurs problématiques présentent des signes de souffrance psychique?
dans l'idée de dire que si on screen cette population, hein, avant de dire si c'est une addiction ou pas, ça vaut le coup parce que c'est une population qui souffre. Hein, suite à ça, on forme maintenant le personnel du rectorat de Paris au repérage précoce du jeu vidéo problématique parce qu'on sait que même si après on ne peut pas classer ça de façon sûre comme une addiction, on est à peu près sûr que ces adolescents hyperjoueurs présentent des signes de souffrance psychique. C'est ce que je vais vous montrer dans les diapositives suivantes. Et le premier, c'est la satisfaction personnelle. On avait une échelle de satisfaction personnelle. Eh bien, plus le score de l'EMINS est élevé parmi les répondants, plus la satisfaction dans la vie est importante. Ça veut dire que, en gros, eh bien, parmi les joueurs problématiques, eh bien, il y a une insatisfaction. Et ce que nous, on observe, oui, ça peut être défini comme un signe de souffrance psychique pour les joueurs problématiques. Et si on faisait dans notre population, évidemment, problématique, on avait cette même distinction. Ensuite, ce qu'on a mesuré, alors là, c'est effectivement les scores à l'échelle de la DRS, à l'échelle de dépression. Hein, et alors ça, c'était, je me suis trompé parce que c'est l'autre ratio, mais déjà dans l'analyse des chiffres, on a dans la population des joueurs problématiques 2 à 3 fois plus de scores de dépression que dans la population non joueuse. Hein, ce qui veut dire aussi que dans notre population de joueurs, il y a une fréquence de dépression beaucoup plus élevée que chez les non-joueurs. Alors après, de savoir ce qui est de la poule et de l'œuf, il y a des articles qui disent que c'est la dépression qui précède le trouble. La majorité le disent. C'est-à-dire que si ça va dans un sens, ce serait plutôt la dépression qui précéderait l'hyperactivité, enfin l'hyperinvestissement dans le jeu. Mais ce qu'on sait, c'est que l'hyperinvestissement dans le jeu, non seulement ne soigne pas la dépression, mais a tendance à l'aggraver. Hein, ce qui fait que quand nous, on les voit en consultation, ce qui vient au premier plan, c'est pas la dépression, parce que comme ça, ils sont tout le temps dans les écrans, on n'a pas de signe autre de dépression que, effectivement, l'hyperinvestissement dans les écrans. Hein, et souvent, ce qu'on a, c'est des adolescents qui, pour fuir un vécu douloureux, que ce soit environnemental, familial ou personnel, hyper investissent le jeu sur lequel ils peuvent rester des heures et des heures. Alors, effectivement, voilà, il y a une gradation. Je suis chez le dehors. Voilà, ce qu'on a mesuré aussi, et là je voulais en parler parce que c'est ce qui ressort principalement, c'est-à-dire le critère le plus fréquemment associé aux jeux vidéo problématiques, que ce soit dans la population pathologique repérée ou celle de notre consultation, c'est la phobie sociale. Hein, qu'on inclut évidemment les phobies scolaires, mais comme vous le savez, des fois la phobie scolaire cache en fait une phobie sociale. Donc on avait utilisé l'échelle de Leibowitz qui a été validée dans l'anxiété sociale et on avait la mesure des deux scores, c'est-à-dire le score évitement et le score peur. Et ce qui ressort le plus, ce qui est le plus significatif, plus que la dépression, c'est l'évitement au score de Leibowitz. Et ça confirme un petit peu notre impression clinique, c'est qu'on a parmi les joueurs beaucoup de phobiques sociaux, hein, et qui compensent à travers le jeu ce qu'ils ne peuvent pas faire dans la vie adulte. Avant, on en avait peu, mais c'est avec le jeu vidéo qu'on a vu aussi des autistes. Alors plutôt des autistes de haut niveau, puisque c'était des autistes scolarisés qui venaient à notre consultation pour jeux vidéo, et quand on grattait un peu, on s'apercevait en fait que c'était des autistes de haut niveau, mais qui, à travers le jeu, ça leur permettait d'avoir des relations sociales sans avoir ce contact physique avec l'autre. Et on sait que dans la population, notamment la population autiste, eh bien, la relation physique avec les autres est problématique. Et en général, ils compensaient, étaient souvent des excellents joueurs parce que justement, ils avaient une conservation des capacités cognitives, mais en revanche,
ils avaient des capacités relationnelles qui étaient altérées. Puisque ce qu'on se voit aussi à travers le jeu, c'est qu'il y a une communication à travers le jeu. Il y a des liens à travers le jeu, ils peuvent échanger, mais ça reste centré autour du jeu, ce qui fait que c'est un peu protecteur. On ne va pas parler des choses personnelles, on parle du jeu, de ce qui se passe dans le jeu, et ça permet aux plus phobiques de maintenir une certaine lien social. Mais après, c'est le cercle vicieux qui s'installe, c'est que plus ils sont sur le jeu, plus ils vont désinvestir la scolarité, plus ils investissent la scolarité, moins celle-ci sera gratifiante, et moins celle-ci sera gratifiante, plus il y aura de gratification à travers le jeu. Vous savez que ce qui attire aussi le joueur, c'est évidemment la gratification à travers le jeu, et c'est cette récompense qui est une récompense immédiate et pour tout le monde, puisque effectivement, si vous prenez la communauté de Fortnite qui touche 13 millions de joueurs, et bien avec 13 millions de joueurs, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait plein de gagnants. Ce qui fait que l'adolescent, il est toujours gagnant sur le jeu, ce qui n'est pas le cas à l'école. Et là aussi, il y a un entraînement, c'est-à-dire que progressivement, on entraîne le joueur pour lui faire acquérir des compétences et pour valoriser ces compétences acquises par le jeu. On voit à travers ce mécanisme combien les élèves en échec scolaire peuvent, à travers le jeu, trouver une le jeu. Là, je vais passer parce que je vais revenir maintenant. Ce qu'on a essayé de faire en dernier, c'est de calculer les odds ratios. Alors, ce n'était pas du longitudinal, bien entendu, c'est juste une indication des facteurs prédictifs qui pouvaient prédire l'apparition d'un usage problématique de jeux vidéo. Alors là encore, c'est une enquête à l'instant T, c'est sur un calcul d'odds ratio, donc c'est à prendre avec des pincettes, c'est juste une indication par rapport à ça. Alors c'est vrai que le redoublement, mais c'était pas ce qui était, c'était non significatif, c'est-à-dire que on ne pourrait pas dire que le redoublement était prédictif. En revanche, et on verra, on a fait une autre étude sur une population qu'on a vue en prévention, l'encadrement parental est un facteur prédictif important. Ça confirme un petit peu la clinique où ce qu'on a en clinique, parmi les joueurs problématiques, on a 3 catégories. Ça, c'est de l'observation clinique. On a les difficultés personnelles de l'adolescent, on a tout le spectre, autiste, syndrome dépressif, entrée dans la schizophrénie, on a toute cette population. La deuxième, c'est la pathologie familiale, des souffrances familiales, des traumatismes au sein de la famille et l'adolescent qui peut s'échapper de la famille tout en restant dans la famille. C'est-à-dire contrairement à l'addiction au cannabis qui se passe à l'extérieur de la famille, le jeu vidéo se passe à l'intérieur de la famille et ce sont les parents qui ont acheté le jeu aux enfants. Pour le cannabis, ça existe aussi, mais c'est plus rare. Dans la majorité des cas, ce sont les parents qui ont acheté le jeu. Et on voit comment le jeu s'immisce dans la problématique familiale. C'est-à-dire que les parents peuvent se disputer, le gamin est sur le jeu. Et plus ils peuvent se disputer fort, plus le gamin est plus sur le jeu. C'est un excellent babysitter qui coûte pas très cher et qui vient colmater, je dirais, une problématique familiale qui explose au moment où l'adolescent ne va plus en cours. Là, il commence à s'inquiéter. Tant qu'il s'isolait et qu'il restait calme dans son coin avec les jeux, les parents ne disaient rien. Mais quand il commence à ne plus aller à l'école, où il y a les lettres de l'école en disant voilà, il dort en cours, là, les parents s'inquiètent. Et on voit arriver à nos consultations, évidemment, cette deuxième catégorie qui est des problématiques familiales lourdes avec traumatisme. Et troisième, c'est effectivement, sans être problématique, les défauts d'encadrement parentaux. Classique, nous, on a une consultation dans le 5e arrondissement, c'est les parents qui hyper investissent leur travail. Ils rentrent tous à 22h, 23h, et c'est les babysitters et les nounous qui s'enchaînent à la maison. Et le gamin qui joue aux écrans, alors c'est très bien pareil, parce que tant qu'il est sur l'écran, il est à la maison, il ne sort pas dehors. Et on a ça aussi, et c'est démontré dans d'autres études, l'encadrement. Alors, les circonstances du jeu,
hein, c'est-à-dire qu'effectivement, le jeu en ligne majoritaire, pour les raisons que je vous ai expliquées, et le score de dépression, hein, ce que je vous disais, c'est que là, l'odd ratio va plutôt dans le sens que c'est la dépression qui conduit à l'hyperinvestissement dans le jeu vidéo. Voilà, alors, attendez, excusez-moi, j'ai dû faire une fausse manip du coup. Attendez. Ouais, j'avais un deuxième tableau. Voilà, c'est ça. Dans les facteurs de risque, il y avait les parents hyper connectés. Hein, les premiers à être sur les écrans, ce sont les parents. On a ça dans notamment les familles où l'appartement est tout petit. Ils sont à 3-4 dans une pièce. On a ça. Et en fait, l'espace personnel de chacun, c'est l'écran. Donc, maman a son écran, papa a son écran, et chaque gamin a son écran. Hein, j'ai vu même des gamins de 16 ans qui étaient dans le même lit de leur mère. Mais chacun avec son écran, le gamin et la maman. Avoir sa console de jeu, évidemment, c'était un facteur de risque. Le jeu déclaré comme une des choses les plus importantes dans la vie, oui, ça c'est confirmé. Hein, en fait, le jeu devient leur univers et les écrans deviennent leur univers. Donc en fait, ils vont, hein, c'est les adolescents multimédia, même si paradoxalement, on n'a pas vu arriver à nos consultations les dépendances aux réseaux sociaux. C'est très rare. Et toutes les consultations, c'est un peu la même chose. On voit beaucoup les jeux vidéo, moins les réseaux sociaux. D'ailleurs, dans la CM11, ce qui sera reconnu, c'est jeux vidéo en ligne. Hein, et selon plusieurs auteurs, donc Griffith, qui est beaucoup penché sur la question, Internet n'est qu'un vecteur. En fait, ce à quoi ils sont accrochés, c'est ce à quoi véhicule Internet, à savoir le jeu en ligne, évidemment, le jeu. Hein, et en sachant que les deux se rejoignent, par exemple sur Fortnite, même s'ils disent que ce n'est pas du hasard, il y a une part de hasard, hein, puisque la façon dont on atterrit sur la map, on a plus ou moins de stuff, c'est-à-dire hein? Voilà, c'est ça, plus de loot. Voilà, je connais, voilà, spécial. Les loot, ce sont des loot box, c'est des caisses dans lesquelles il y a du matériel. Hein. Et si vous tombez sur un marteau ou un AK-47, vous voyez qui a l'avantage dans les combats dès qu'ils atterrissent sur la game. Là où ça devient problématique, c'est que ces jeux sont au départ ce qu'on appelle les free-to-play, hein, c'est-à-dire les gratuits, mais après, il y a ce qu'on appelle les pay to win, c'est-à-dire que vous payez pour gagner. Mais ça encore, c'est pas les pires parce que les jeunes entre eux disent oui, lui il a triché, il a mis les sous. Il y a un truc beaucoup plus pervers, c'est les pay to skin. Alors c'est quoi les pay to skin? C'est quand vous atterrissez sur le jeu, vous avez des baskets pourries, des tenues absolument moches. Et si vous voulez la basket Nike, etc., il faut acheter. Hein, donc pour 20 €, vous pouvez acheter des baskets, des t-shirts, etc. pour être bien dans la communauté. Donc c'est pas tricher, hein, puisque c'est juste la communauté. Et dans Fortnite, le parachute sur lequel vous atterrissez peut être payant. Donc soit vous atterrissez comme une merde, là, bam, vous écrasez au sol, soit vous faites un atterrissage style 007 avec le truc, mais ça c'est plus cher. Hein, et du coup, là, on a vu récemment, la semaine dernière, un adolescent, il a dépensé 1200 € en ligne, en achat. Et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Hein. Alors, effectivement, sur les pratiques parentales, hein, on avait fait aussi un questionnaire de pratiques parentales et ce qui ressort, c'est, les parents c'est à qui sort le soir, hein, sur ces pratiques, hein, ce qui signifie l'encadrement. Hein, mais ce qui sortait vraiment, c'est je peux facilement trouver du réconfort, un soutien moral auprès de mes parents. Hein, ce qui indique un petit peu, je dirais, ce qu'on peut voir comme problématique familiale chez les joueurs. Alors, effectivement, ce qui ressort aussi, hein, dans notre échantillon, c'était ce qui ressort, c'était sur le score de fonctionnement familial, c'est la cohésion, le conflit et le manque de relations familiales qui ressort en termes de facteurs associés. Alors, nous, notre modèle, parce qu'il faut bien ces modèles, alors c'est pas démontré, hein, c'est juste une hypothèse de travail, c'est qu'il existerait une vulnérabilité qui entraîne un usage problématique et du coup l'installation dans la souffrance.
Donc, je dirais sur la question est-ce une addiction ou pas, bon, c'est un peu du truc de spécialiste. Ce qu'on sait que oui, un adolescent qui est bien dans ses baskets, qui a une famille, je dirais, qui est là et bien encadré, il n'a aucune raison de devenir addict. Autrement dit, diaboliser le jeu en disant que voilà, des adolescents bien dans leur basket, tac, ils rencontrent le jeu et puis deviennent des affreux addicts. Non, ce modèle n'est pas soutenu ni par la recherche, ni par la pratique clinique. En revanche, des adolescents un peu fragiles, qui sont une souffrance, un encadrement parental difficile, présentent des signes de vulnérabilité, ben c'est encore une fois ceux qui vont être dans l'engrenage du jeu. Et effectivement, une journée n'ayant que 24 heures, quand on passe 10 heures à jouer, la moyenne dans l'échantillon pathologique, c'est 7 heures en semaine, 10 heures le week-end dans notre population des problématiques. Donc c'est vrai que là, quand on passe 7 heures par jour à jouer, à un moment donné, il y a souci, quoi. Et de dire que ça pose pas souci, parce que là, encore une fois, autant je défends pas l'idée de oui, c'est une addiction, autant je suis contre l'idée de dire que c'est révélateur d'une pathologie. Parce que si on dit ça, alors là, les industriels s'engouffrent en disant mais non, le problématique, c'est pas le jeu, c'est la problématique psychiatrique. Et ce que je dis, mais si cette problématique, s'ils n'avaient pas rencontré le jeu, eh bien, ils auraient eu une chance supplémentaire. Donc, en gros, loin de moi de définir comme étant une pathologie, mais c'est quand même une perte de chance pour les adolescents les plus vulnérables. Et ça, si on ne l'affirme pas, et on sait très bien qu'il y a le débat de spécialistes et comment il peut récupérer, l'idée de dire non, non, c'est la problématique psychiatrique qui est sous-jacente, c'est une façon pour les industriels du jeu de se dédouaner de la problématique. Alors là, je suis beaucoup plus circonspect par rapport à ça. Voilà, effectivement, on va avancer. Oui. Oui, et ben je termine. J'ai juste une slide. Après, je finis, promis. Voilà. Donc, pour nous, et je terminerai là-dessus, c'est ma dernière slide, je laisserai quelques questions. On a effectivement le joueur inséré, qui est la majorité des joueurs. Vous avez les conséquences sur le long terme, c'est-à-dire que le joueur qui commence à jouer beaucoup, qui aura des résultats scolaires moindres que s'il ne jouait pas, mais les conséquences ne sont pas dans l'instant même, c'est pour le long terme. C'est-à-dire que sur l'instant, il n'y a pas de problématique. Le troisième, c'est les conséquences sur le court terme, absentéisme scolaire et chute du rendement scolaire. Et le quatrième, on en a de plus en plus, c'est les no-life, c'est-à-dire qu'en gros, ils restent dans leur chambre, ils ne bougent pas, c'est la visite à domicile et ça se termine évidemment généralement par une hospitalisation. On en a eu plusieurs en soins études. C'est-à-dire qu'il y a, et de façon de plus en plus importante, ces adolescents qui s'isolent du monde extérieur pour ne se consacrer qu'aux jeux vidéo. Et ben voilà, vous voyez, j'ai fini. Merci de votre attention. Et je suis ouvert à quelques questions, bien évidemment. Pardon, enfin, moi je suis arrivée en retard, excusez-moi. Vous parliez à un moment de tempérance dans un des tableaux, qui Oui. était lié à la frustration de ne pas pouvoir jouer dans la journée. Oui. Et moi je me dis, est-ce que cette frustration, ça s'applique à autre chose? Parce que peut-être un enfant qui ne supporte pas la frustration, il a réussi à convaincre les parents d'acheter le jeu. Enfin, et donc, est-ce que c'est pas un peu, entre guillemets, endogène? Enfin, est-ce que c'est la frustration qui pourrait s'appliquer à d'autres chose que le jeu, simplement ils ne supportent pas le nom ou la frustration en général. Oui, alors c'est vraiment lié au jeu. Alors, la question est intéressante parce que ça renvoie à jeu et agressivité. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur jeu et agressivité et en fait, c'est pas concluant. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que celui qui prend sa Kalachnikov et qui va tuer les autres, le jeu y est pour quoi que ce soit dans l'histoire. Ça, non. En revanche, et il y a beaucoup d'études qui ont été faites, notamment à Singapour et à Taïwan, puisqu'ils ont pas mal de joueurs problématiques, qui disent que oui, il y a une agressivité,
mais qui n'est pas liée à la nature agressive du jeu, c'est la frustration de perdre sur le jeu. Parce que sur le jeu, pour inciter le joueur à recommencer, il y a une espèce de frustration qui est organisée et que la perte, c'est-à-dire le fait d'être tué, ça énerve par rapport à ça. Et moi, j'ai suivi comme c'est un adolescent de la PJJ qui broyait tout à la fin du jeu, mais ce n'est pas parce qu'il jouait à des jeux violents, c'est qu'il était furieux d'avoir perdu sur le jeu. Donc en fait, il y a quelque chose d'artificiel où il y a une frustration qui est quasiment organisée in situ ou stimulée in situ, ce qui fait que les intolérants à la frustration, sur le jeu, c'est encore pire. Ça vient aggraver quelque chose. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Oui, deux questions, oui. Une question sur le fait que la génération des enfants joueurs maintenant est des enfants dont les parents ont pu jouer aussi. Oui. Alors qu'il y a 15 ans, c'était la première génération d'enfants joueurs. Et j'aimerais bien savoir si on peut prendre en compte cette dimension. Est-ce que ça peut avoir un rôle peut-être protecteur sur la vie des enfants, c'est d'ailleurs des parents qui eux-mêmes ont été des enfants joueurs, peut-être des enfants joueurs. Oui. Alors, la réponse à la question, c'est que le fait que les parents soient joueurs ou pas n'influe pas. Il y a là, il y a quelques études notamment qui sont sorties, ça n'influe pas. L'avantage, c'est que ça diabolise moins le jeu et qu'au niveau des pratiques parentales, ça peut favoriser la communication intrafamiliale par rapport à ça. Le problème, c'est de voir quand c'est problématique. C'est-à-dire que les pères et mamans, quand elles sont joueurs eux-mêmes, quand ça devient problématique, ils ne le voient pas forcément tout de suite. Mais ça, c'est juste une impression clinique. Donc, moi, je ne pourrais pas dire faire une généralité. Certainement pas, mais dire que dans un sens, ça peut être un facteur aidant, dans un autre, un facteur aggravant. Mais c'est juste une impression clinique. J'avais une question, vous avez commencé à présenter un diagramme fille, un diagramme garçon. Oui. Vous n'êtes pas allé plus loin dans la différence. Oui, c'est vrai. Alors qu'on peut supposer qu'il y a... Tout à fait, tout à fait. Alors le diagramme, en fait, il y avait peu de joueuses dans notre échantillon. C'est-à-dire que dans notre échantillon, on avait 90% d'hommes pour 10% de filles. Ceci dit, à notre consultation, il y a à peine 5 ans, on avait 100% de garçons. Cette année, j'ai commencé à comptabiliser à mi-chemin, on en a une dizaine de filles. Donc il y a une différence des genres qui tendance à s'amoindrir. Ce que montre le diagramme, c'est que chez les joueuses problématiques, elles jouaient à des tas de types de jeux, c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas cette spécialisation du jeu parmi les jeunes filles. Mais encore une fois, il y a un sacré bémol, c'est l'échantillon des jeunes filles était relativement faible. Donc on peut imaginer que les joueuses problématiques étaient des joueuses qui présentaient des pathologies peut-être, qui fait qu'elles jouaient à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que la différenciation, c'est-à-dire que sur le diagramme, on voyait bien que les joueurs garçons problématiques jouaient à 2 types de jeux, alors que les filles, c'est tout type de jeux, sauf les jeux d'application, parce que traditionnellement, les jeux d'application sont les plus partagés garçons-filles. Candy Crush et autres, tout ce qui est jeux d'application. Pour l'instant, les jeunes filles jouent plus souvent à des jeux d'application que des jeux de guerre, etc. Mais ça change. Moi, je vois des joueuses de LOL, des joueuses de Fortnite, alors qu'avant, j'en voyais pas. Oui, mais dans les caractéristiques que vous donnez, c'est le type de jeu, mais tout ce que vous décrivez sur l'influence des parents, le contexte, etc., c'est des choses que vous pouvez faire une analyse. Non, on n'a pas fait une analyse sur le genre. Pourquoi? Parce que l'échantillon des filles était faible. Et dans les problématiques, sur les 43, on n'avait pas de filles. Donc finalement, tout ce que je dis, c'est chez les garçons. On n'a pas pu faire cette discrimination due à la faiblesse des échantillons. Oui. Je voulais savoir s'il y avait un lien avec les autres addictions. Alors, non. Dans l'échantillon pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'on a en clinique, c'est-à-dire que quand on faisait l'analyse, c'est-à-dire qu'on avait une question sur les consommations, cannabis, etc., rien, il n'y avait pas de différence entre les joueurs et les non-joueurs sur notre échantillon. Et en clinique, on s'aperçoit qu'on a 2 profils différents. C'est-à-dire que, par exemple, pour résumer, c'est vraiment de l'impression clinique, mais chez les fumeurs de cannabis, on avait plus souvent des profils psychopathiques
Et chez les joueurs, on avait plutôt le profil des phobiques. Donc c'est deux types différents, c'est-à-dire que le fumeur de cannabis, il doit l'acheter son cannabis, il doit transgresser de façon officielle. Le joueur ne transgresse rien, il reste à la maison, il joue sur le jeu qui a été acheté par les parents. Donc en fait, c'est voilà. Donc je dirais qu'on a ces profils différents. On a des phobiques d'un côté et des psychopathes de l'autre. Enfin, si je résume sauvagement. Mais c'est du résumé sauvage. Mais en revanche, il y a une tendance. C'est-à-dire que c'est ou l'un. Alors, oui, c'est ça. Ce sera diffusé et déformé. Mais Et vous avez travaillé sur le jeu d'argent, les jeux d'argent? oui, alors le jeu d'hasard et d'argent chez les adolescents est relativement plus rare. C'est-à-dire qu'on a une prévalence assez faible. Ils jouent plus facilement aux paris sportifs. Hein, c'est les paris sportifs en ligne. Oui, mais on n'a pas les prévalences des joueurs de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on retrouve des prévalences de joueurs de hasard et d'argent dans la population, qui était la nôtre des 14-18, c'est moins de 1% pour le gambling. On est à 10% pour le gaming. Et d'ailleurs, en clinique, c'est très rare qu'on voit des joueurs de jeux de hasard et d'argent à notre consultation, hein, je dirais chez les adolescents. À Marmottan, où ils ont une consultation plutôt jeune adulte, eux, ils voient beaucoup plus souvent les jeux de hasard et d'argent. Nous, on n'en voit quasiment pas chez les ados. Okay. Voilà.